Alors, dans cette vidéo, vous avez trois exercices. Un exercice de probabilité. On vous propose deux urnes, une contenant deux boules noires et deux boules rouges, et l'autre trois rouges et deux blanches. Donc l'expérience aléatoire consiste donc à tirer une boule de l'urne U1 et la mettre dans l'urne U2, puis tirer de cette dernière trois boules successivement et sont remises. Donc la première question, donc, s'agit de calculer donc certaines probabilités, donc tirer trois rouges, tirer exactement deux blanches, tirer trois boules de couleurs différentes, et les autres exercices, les questions, donc vous avez ici votre probabilité, vous avez loi binomiale, etc. Et le calcul de l'espérance mathématique, de la variance, etc. Puis vous avez un exercice sur la géométrie dans l'espace, et un exercice sur l'équation différentielle, et un calcul d'intégrale. Ces deux questions sont bien sûr indépendantes. Voilà, donc on va faire le premier exercice. Alors pour cette première question, donc ici, donc, il s'agit de calculer quelle est la probabilité de tirer 3 rouges et 1/8. Donc vous avez deux urnes, voici l'urne U1 et l'urne U2. Il s'agit de tirer donc une boule de U1 et la mettre dans U2. Il va en avoir 6 donc après le tirage de U1. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Vous faites de la façon que vous avez l'habitude de faire. Donc vous avez, si vous pouvez rédiger comme ça, soit oméga l'univers associé à cette expérience aléatoire, donc cette expérience-là, et qui consiste en fait en deux expériences, c'est-à-dire en deux tirages successifs. Alors, cardinal de oméga, donc vous avez quatre façons de choisir, de tirer la première boule, et vous la remettez dans la deuxième urne, et vous avez à 6 façons de tirer 3 boules successivement, ils sont remises. Donc, vous avez la calculatrice, ou bien vous développez, donc c'est 480. Le cardinal de E, donc nous voulons 3 rouges. Donc 3 rouges, soit nous tirons de la boule, c'est-à-dire de l'urne U1, deux rouges, une rouge, ça veut dire de façon de le faire, puis de l'urne U2, vous avez 3 parmi 4. Ou, c'est-à-dire plus, on tire donc la noire de deux façons, et on la met dans cette deuxième urne, et vous avez 3, 12. Donc vous avez donc 60, donc P de E est égal cardinal de E sur cardinal de oméga, égale 60 sur 480, égale à 1/8. Pour F, vous tirez deux boules blanches. Donc pour tirer deux boules blanches, vous avez ici, quel que soit le tirage que vous faites, noir ou rouge, vous aurez ici toujours deux boules blanches. Donc vous avez 4 façons de choisir la première. A2 pour choisir les deux blanches, et 1, 4 pour choisir la non blanche, c'est-à-dire la rouge ou la noire. Multiplié par le coefficient de l'ordre, c'est 3. Puisque vous avez deux blanches et une non blanche, il y a 3 façons de disposer la non blanche. Donc vous avez ça, c'est 96. 96 sur 480, c'est 1/5. J'essaie de choisir deux boules de couleurs différentes. Donc vous avez donc deux couleurs différentes, donc vous êtes obligé de tirer ici, la première boule est noire. Si vous prenez la première boule est rouge, vous n'aurez pas ici 3 couleurs. Donc vous allez avoir deux façons de choisir la noire, une façon de choisir la rouge parmi les 3 rouges, une façon de choisir la blanche parmi les deux blanches, une façon de choisir la noire, multipliée par le coefficient de l'ordre, 3 factoriel, parce que vous avez la permutation de 3 boules de couleurs différentes, donc 6, 3 factoriel, fois 6. Donc vous avez donc 672, et donc la probabilité de G, c'est 72 sur 180, égale à 3 sur 20. Remarque, vous pouvez créer un arbre pondéré, donc vous avez donc le premier tirage, voici de l'urne U1, vous avez rouge ou noir, et puis vous avez 3 rouges, 2 rouges et une blanche, une rouge et deux blanches. Donc vous avez les tirages ici. Et puis ici vous avez, là, si vous tirez la noire, vous avez 2 rouges et une blanche, 2 rouges et une noire, une rouge, 2 blanches, une rouge, une blanche et une noire, et 2 blanches et une noire. Donc ici vous pouvez, là vous pouvez réduire les cas que vous avez ici. Ils sont 6, vous pouvez les réduire à 4. Donc vous allez voir ici, non rouge, non rouge, non rouge. C'est-à-dire 3 rouges, 2 rouges et une non rouge. Une non rouge c'est blanche ou noire. Une rouge et 2 non rouges, ou bien 3 non rouges, qui est ce cas-là. Là, ce cas, là, ici, et là. Là aussi c'est une rouge et 2 non rouges. Très bien, donc ici vous choisissez, vous voyez ici que dans chaque nœud, ça c'est un nœud. Ceci c'est un nœud. Donc dans ce nœud-là, vous avez la somme des probabilités égale à la même chose ici. 1/5, 3/5, 1/5,
Ici aussi, la somme est égale à 1. Ici, donc, la probabilité, vous faites comme si vous avez ici une urne où il y a 6 boules, et vous tirez 3 successivement, ils sont remis, c'est simple. Comme ici, vous avez 4 rouges, donc A3, 4 sur 120. 2 rouges et une blanche, c'est A2, 4 fois 1, 2, parce que vous avez 2 blanches fois le coefficient de l'ordre, etc. Et vous calculez ces probabilités ici, que voici, l'arbre est pondéré. Donc par exemple, vous avez P de E, 3 rouges, c'est 1 demi fois 1 cinquième, c'est 1 20, plus 1 demi fois 1 vingtième, c'est, donc vous allez avoir ici, donc 1 dixième, plus 1 quarantième, ça veut dire donc 100 quarantième est égal à 1 huitième. Donc, vous le savez, donc produit sur la branche et somme des branches. Ou bien vous pouvez utiliser la probabilité ici donc conditionnelle. Donc la probabilité de E, c'est la probabilité de tirer la rouge de U1, c'est-à-dire la rouge étant donnée U1, multipliée par 3 rouges étant donné U2, plus probabilité de la noire étant donnée U1, plus multiplié par probabilité de 3 rouges étant donné U2. Donc vous allez avoir ici la probabilité de U1, c'est 1 demi, multiplié par 1 sur 120 qui est A3, 6, multiplié par A3, 4. 3 rouges parmi les 4 rouges, etc. Et vous avez la même façon 1 huitième. Donc, soit vous rédigez par le langage comme ici, soit vous rédigez par un arbre pondéré, soit vous rédigez comme ça en utilisant des probabilités conditionnelles. Et vous faites donc la méthode qui vous semble que vous vous êtes entraîné à utiliser. Il s'agit de calculer la probabilité P d'avoir tiré une rouge U1 dans U1, sachant que nous avons tiré 2 rouges dans le tirage dans U2. C'est-à-dire chercher la probabilité de l'hypothèse sachant la conclusion. C'est-à-dire, c'est l'inverse des probabilités conditionnelles. Donc si on pose A tirer une rouge de U1 et B tirer 2 boules rouges de U2, donc ça nous demande, ça veut dire tirer, donc c'est P de A étant donné B. P de A, c'est-à-dire tirer une bouche de 1, sachant que B, voilà. Donc, probabilité conditionnelle, P inter B sur P de B. Mais qu'est-ce que c'est que P inter B? P de inter B, c'est P de A fois P de A étant donné B. Il est égal aussi à P de B multiplié par P de A étant donné B. Les deux. Il est égal, P de A inter B est égal à ça aussi. Mais c'est celui-là qui est direct. P de A fois P de A étant donné B, ça veut dire tirer une rouge de U1 et tirer donc 2 rouges de U2. C'est 3 dixièmes. C'est ce qui correspond à ce schéma-là, ici, une rouge de U1 et 2 rouges ici. Ça veut dire 1 demi fois 3 cinquièmes. Si vous avez fait là, c'est 3 dixièmes. Très bien. Ici donc, P de A inter B, c'est ça. Et puis P de B est égal à quoi? P de B, c'est P de A, c'est-à-dire tirer la rouge, puis tirer donc 2 boules, ou bien tirer la noire, voilà. Donc tirer la rouge, c'est 3 dixièmes, c'est ce que nous avons déjà vu ici. Tirer la noire, c'est 1 demi pour tirer une noire. Et la mettre ici, vous allez avoir tiré 2 rouges, donc 2 par mes 3, et 1 par mes 3. Donc ça nous donne ça. Utilisez la calculatrice, 21 sur 40, vous divisez par 3 et vous avez 4 sur 7. Si vous voulez voir le résultat directement sur votre arbre, vous avez les branches qui donnent les résultats, ce sont les branches ici encadrées. Donc cette probabilité, c'est quoi? C'est la branche demandée, c'est celle-là, c'est-à-dire sa probabilité, donc P c'est quoi? Sa probabilité c'est 1 demi fois 3 cinquièmes, donc c'est 3 dixièmes, sur la somme des branches qui donnent le même résultat. Donc vous avez donc la première déjà, c'est 3 dixièmes, plus la deuxième, c'est 3 quarantièmes, c'est-à-dire ça, 1 demi fois 6, vous avez ici, 1 demi multiplié par 6 sur 20. Puis vous avez 1 demi multiplié par 3 sur 20. Donc ça, c'est 3 vingtièmes, ici c'est 3 quarantièmes. Donc vous avez 3 quarantièmes plus 3 vingtièmes. Alors si vous faites le dénominateur commun, donc ici vous multipliez par 12, c'est 40. Ici vous multipliez donc par 4, c'est 12. Ici vous multipliez par rien, donc par 1. Ici vous multipliez par 2, c'est 6. Donc vous allez avoir 12 sur 21. Et vous simplifiez par 3, c'est 4 sur 7. C'est le même résultat. Donc comment vous faites? Si vous avez fait un arbre et vous voulez cette formule qui s'appelle les formules de Bayes,
Donc c'est la branche qui répond sur la somme des branches qui donne le même résultat. Dans ce cas, on considère donc la variable aléatoire qui à chaque tirage associe donc la somme des chiffres, la somme des nombres portés par les boules, sachant qu'on numérote la boule rouge par 2 et les deux autres boules par -1, la blanche et la noire. Vous avez x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles par cette application, c'est -3 parce que vous avez ou bien 3 rouges, c'est 6, ou bien 3 non rouges, c'est -3, une rouge et deux non rouges, c'est 0, 2 rouges, ici, vous allez avoir 2 rouges, c'est 4, et une non rouge, c'est -1, c'est 3. Donc vous avez ça. Alors P de -3, c'est P de x égale à -3, donc P de R bar, c'est-à-dire, ici donc c'est 1/40e, c'est-à-dire vous avez les non rouges, il faut que vous tiriez de la boule noire, donc vous allez voir ici, donc voici, toutes les 3 sont non rouges, donc vous avez 1/40. Si vous avez fait l'arbre, c'est ça. Donc 1/2 multiplié par 1/20, c'est 1/40. Vous avez ici P de x égale à 0, c'est-à-dire une rouge et deux non rouges. Une rouge, donc vous avez la rouge de U1, et vous avez donc ce tirage-là, rouge et deux blanches, ou bien une noire de U1, et vous avez donc rouge et deux non rouges. Donc ici, vous allez avoir ça, une rouge parmi 4 rouges, et deux blanches parmi les blanches fois le coefficient d'ordre. Ici, vous allez avoir une rouge parmi les 3 rouges, et deux non rouges parmi les 3 non rouges, multiplié par 3 le coefficient de l'ordre, ça vous donne 13/40. P de x égale à 3, si vous avez 2 rouges et une non rouge. Donc soit vous avez la rouge, et donc vous tirez 2 rouges et une blanche, ou la noire, et vous tirez la rouge et les non rouges. Ici, dans ce cas-là, vous allez avoir 2 rouges parmi 4, et là, une blanche parmi 2 blanches fois le coefficient de l'ordre. Ici, vous allez avoir 2 rouges parmi 3, une non rouge parmi 3, parce que vous avez 2 blanches et une noire, fois le coefficient de l'ordre, ici, multiplié par le coefficient de l'ordre, et vous allez avoir 21/40. P de x égale à 6, c'est P de E. C'est 5 égale 40, c'est-à-dire 3 rouges, c'est 5/40. Donc votre loi de probabilité, vous avez donc les valeurs xi de la variable, c'est -3, 0, 3, 6. Vous n'êtes pas obligé de les ordonner, hein. Mais ici, donc, nous avons, pour des raisons, donc ça, en mettant les xi 1 inférieur à, c'est-à-dire dans l'ordre, dans notre programme là, vous avez ici la probabilité de x égale à xi, donc vous avez ça, 1/40. Nous conservons le même dénominateur commun pour vérifier que la somme des probabilités égale à 1. Vous avez 5 et 21, c'est 26. 26 et 13, c'est 39, et 1, c'est 40, donc sigma des probabilités égale à 1. Bien sûr, il faut le vérifier, avec la possibilité, bien sûr, de faire 2 erreurs qui se compensent. Généralement, des erreurs qui se compensent, vous trouvez ici 11/40, vous trouvez ici 3/40, et la somme égale à 20, mais les deux probabilités sont fausses. Bien sûr, calculez donc la variable et l'espérance mathématique. Donc vous avez l'espérance mathématique, c'est la somme des PXI, c'est pas la peine de mettre ici des sigma allant de 1, c'est comme réel une notation, mais c'est vraiment une sommation. Donc vous avez ici donc 1/40, c'est la probabilité, vous mettez 1/40 en facteur, -3 multiplié par 1, 0 multiplié par 13, 3 fois 21, 6 fois 5, et vous calculez, vous trouvez 9/4. La variance, c'est sigma des PI, c'est la moyenne des probabilités, donc il y a les écarts, le carré des écarts de chaque valeur à la moyenne. Donc vous avez ça, P, X, E de X moins XI, le tout au carré. Donc vous allez avoir E de X, 9 quarts moins 3, c'est 9 quarts plus 3 au carré fois 1/40e. 9 quarts moins 0, c'est voilà au carré, fois 13/40. 9 quarts moins 3 au carré, voilà. Donc vous allez avoir fait sortir le 40 et fait sortir le 16, parce que vous allez avoir ici 16 au carré. Il vous reste 21 au carré. Ici c'est 9 au carré fois 13, le voici. Ici donc c'est 3 au carré, ici ça, fois 21, ça, avec la calculatrice, vous avez 351/80. La deuxième méthode de faire le calcul, c'est la formule de Koenig.
La formule de Koenig, c'est quoi? C'est la variance est égale à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Aussi pour retenir la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés, c'est-à-dire vous prenez ici les carrés des valeurs. 9, 0, 9, 36. Donc vous allez avoir 9, 0, 9, 36 multiplié par les probabilités moins le carré de la moyenne. Et vous avez exactement le même résultat plus simplement. Alors ici vous avez donc une loi binomiale. Donc c'est la loi binomiale. On répète cette expérience n fois, qui est la valeur minimale pour laquelle l'événement f est réalisé au moins une fois avec une probabilité supérieure à 0,98. Donc ici vous pouvez utiliser la loi binomiale ici. Alors G, l'événement est réalisé au moins une fois. Donc G bar, l'événement f n'est pas réalisé. C'est-à-dire, nous savons que la négation d'IL au moins 1, c'est aucun. Comme dans la logique, la négation d'IL il existe P de X. La négation, c'est quel que soit non P de X. D'accord? Il existe au moins. Voilà donc la négation de au moins, c'est aucun. Donc nous avons dit ça. Donc finalement, G bar, c'est l'événement f n'est pas réalisé aucune fois. Il n'est pas réalisé aucune fois. Ça veut dire que G, c'est l'événement f bar. Ici, vous permettez bar. F bar est réalisé une fois. Alors P de quoi est égal à P de G bar? Ça veut dire P de f bar, parce que ce sont des événements indépendants. Donc n fois, ça veut dire le produit. Donc P de f bar fois P de f bar n fois. Donc P de f bar à la puissance n. Et P de f bar, c'est 1 moins P de f. Et P de f, nous les avons calculé, c'est 1/5 dans la première question. Donc d'après 1. Donc vous avez ici, donc P de G bar est égal à 1 moins 1/5 à la puissance n égale 4/5 à la puissance n. Donc P de G est égal à 1 moins P de G bar, l'événement contraire, est égal à 1 moins 4/5 à la puissance n. Et vous avez donc P de G supérieur à 98, ça veut dire 1 moins 4/5 à la puissance n est supérieur à 0,98. Vous passez le 1 de l'autre côté, donc vous avez 4/5 est inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2. Donc en multipliant par moins 1, en faisant introduire le logarithme décimal, ou bien nipérien, c'est la même chose, vous allez avoir n log de 4/5 sur 5 est inférieur ou égal à moins 2. Donc n, parce que vous divisez par log de 4/5 qui est négatif, donc vous inversez donc ici, moins 2 sur log 4/5, c'est à peu près 20,637. Donc la plus petite valeur de n recherchée est n égale à 21. Si vous utilisez la loi binomiale, c'est la loi binomiale de paramètres n et p, p c'est la probabilité de f, c'est 1/5. La probabilité de réaliser f k fois, c'est quoi? C'est cnk, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance k. Donc la probabilité de ici, si vous voulez réaliser, donc vous avez la probabilité de réaliser f 0 fois, c'est-à-dire Cn0, Cn0 c'est 1, p à la puissance 0 c'est 1, 1 moins p à la puissance n, 4/5 à la puissance n. Donc p de g bar est égal à 4/5 à la puissance n, donc p de g est égal à, et nous revenons ici, nous retombons ici, 1 moins 4/5 à la puissance n. Ça, si vous voulez utiliser la loi binomiale. Mais si vous n'avez pas encore fait la loi binomiale, vous pouvez le faire directement de cette façon, en utilisant des événements indépendants. Dans ce deuxième exercice de géométrie dans l'espace, donc nous avons des points donc donnés. Il s'agit de calculer, donc de déterminer les coordonnées du produit vectoriel AB vectoriel AC déduit à l'équation du plan P définie par les points AB et C. Alors nous avons les points AB, les vecteurs AB et AC ont pour coordonnées 2, 0, moins 1, moins 2, moins 1, 0. On enlève les abscisses, il nous reste donc 0, moins 1, moins 1, 0, qu'on peut disposer en ligne ou en colonne, c'est-à-dire 0, moins 1 comme ça en ligne, ou 0, moins 1 en colonne. Ici, nous l'avons disposé en colonne. I, moins, on enlève les ordonnées, donc 2, moins 1, voici 2, moins 1, moins 2, 0, J, et le dernier, donc 2, 0, moins 2, moins 1, K, qui est égal donc à moins I, plus de J, moins 2K. Alors le produit vectoriel étant un vecteur non nul, donc les points A, B et C sont non alignés. Les 3 points non alignés définissent un seul plan, un unique plan P, dont un vecteur normal et AB vectoriel AC.
un vecteur normal parmi d'autres vecteurs normaux, c'est-à-dire chaque fois que vous multipliez ces coordonnées par un même nombre, vous le divisez par un même nombre, vous obtenez un autre vecteur normal. Par exemple, en divisant par moins 2, vous allez avoir 1 demi moins 1, 1. Alors le plan P a pour donc équation moins x plus 2y moins 2z, donc ax plus by plus c, donc plus c avec a appartenant à P. Donc vous remplacez les coordonnées de a et vous avez c égale à 1, donc l'équation cartésienne c'est moins x plus y moins z plus 2 égale à 0. Vous pouvez faire de l'autre façon, je préfère cette méthode. Donc vous prenez soit m un point quelconque du plan. Alors vous avez m appartient de l'espace, un point de l'espace. M appartient au plan signifie que le produit scalaire AM AP est égal à 0. Produit scalaire AM AP égale à z moins 1. Donc vous avez ici le produit vectoriel, c'est le produit des abscisses, moins 1 fois x moins 1, 2 fois x moins y moins 1 égale à 0. Vous obtenez exactement la même équation. Alors dans cette question-là, on nous propose le plan Q de l'équation 2x plus y plus 2z plus 1 égale à 0. Donc on va vérifier que les plans sont séquents, suivant une droite. Bien sûr, ces deux plans sont séquents, c'est suivant une droite. Donc vous avez donc les plans P, c'est pour équation, voici l'équation de P, voici l'équation de Q. Donc c'est les vecteurs moins 1, 2, moins 1 et n' de 1, 2 sont des vecteurs normaux. Voilà, ici, sont des vecteurs normaux de P et Q respectivement. Alors, puisque vous avez donc, il suffit d'extraire du tableau des coordonnées. Le tableau des coordonnées, c'est seulement si, bien sûr, vous supposez A', B', C', D' non nul, A sur A' égale B sur B' égale C sur C'. C'est-à-dire les trois rapports sont égaux. Si un est différent des deux autres, ils sont séquents, comme dans ce cas ici. Si en plus les trois rapports sont égaux et ils sont égaux à D sur D', les plans sont confondus. Très bien, c'est le même plan. En troisième question, on considère ce point-là de coordonnées 1 moins 1 m avec m un paramètre réel. On montre que D est équidistant des plans P et Q. Donc vous cherchez la distance, équidistance, c'est-à-dire situé à une même distance. Donc la distance de DAP, donc vous remplacez la formule que vous avez, c'est-à-dire l'équation du plan 100, vous remplacez donc les coordonnées des D dans l'équation du plan 100. Donc vous avez moins x, donc c'est moins 1, voilà, moins 2, moins deuxième plus 1 sur la norme du vecteur normal. La norme du vecteur normal c'est 1 tiers, c'est racine de 4 plus 4 plus 1, donc c'est racine de 9, 1 tiers. Est égal à ça, donc c'est pas la peine d'écrire ça, et donc est égal à 2 tiers facteur de 1 plus 1. La même chose, la distance du point D au plan Q, c'est, vous remplacez donc dans l'équation de P la même chose, donc vous allez avoir ici, là, et vous avez ça, donc vous simplifiez, il vous reste 1 tiers de m plus 2, vous faites sortir le 2, donc 2 tiers de m plus 1. Alors pour tout thème appartenant à R, la distance du point D au plan Q est égale à la distance du point D au plan P, donc est égal à ça, 2 tiers de 1 plus 1. Donc D est équidistant des deux plans P et Q. Donner une représentation paramétrique et en fait, comme remarque, l'ensemble des points qui sont équidistants de deux plans séquents, si vous avez donc deux plans qui sont séquents, ici par exemple, voici un plan, voici un autre plan, ces deux plans sont séquents, voilà, voici un plan, voici un deuxième plan, deux plans sont séquents, donc voici par exemple ici le plan P, le plan Q. Les points qui sont équidistants de ces deux plans-là sont deux plans perpendiculaires, c'est comme les bisectrices, d'ailleurs ce sont les plans bisecteurs, c'est comme pour les droites, vous avez deux droites, l'ensemble des points, vous avez la bisectrice intérieure et la bisectrice extérieure. Donc l'ensemble de tous les points équidistants sont de plans R et R', la réunion de deux plans R et R', tel que R est orthogonal à R'. Ça c'est l'ensemble de tous les points qui sont équidistants de deux plans séquents. Très bien. Donner une représentation paramétrique de la droite,
si pour la valeur m égale à delta, vous allez avoir ici la distance de PAQ est égale à la distance de DAP est égale à 0. Si vous remplacez m par moins 1, vous avez la distance égale à 0. Puisque la distance égale à 0, ça veut dire le point appartient aux deux plans. C'est-à-dire le point P appartient à P inter Q. Par suite, le point D de coordonnées 1, moins 1 et m nous l'avons pris égal à moins 1 appartient à la droite delta qui est la droite d'intersection. Nous savons que la droite d'intersection dans le cours, la droite d'intersection de deux plans, elle passe par un point, elle est dirigée par le produit vectoriel des vecteurs normaux. Donc vous avez ce résultat dans le cours, dans les applications. Donc nous avons la droite delta, c'est la droite qui passe par le point D et qui est dirigée par le vecteur qui est le produit vectoriel des deux vecteurs normaux. Donc le produit vectoriel, le voici, vous le calculez, vous trouvez 6i moins 2g moins 5k. Donc ça c'est le produit vectoriel. Bien. Donc la droite, en représentation paramétrique x, y, z, les coordonnées du point par lequel passe la droite, les coordonnées du vecteur directeur, voici, multipliées par un paramètre. Voici donc les coordonnées du vecteur directeur, ce sont 6, moins 2, moins 5, multiplié par le paramètre t appartenant à R, parce qu'on vous guide sur ça. Mais si vous voulez chercher l'intersection de deux plans directement, il ne faut jamais faire ce qui est... Il faut pas, parce que c'est pas facile de trouver un point d'intersection. Alors ici, qu'est-ce que vous faites? Donc vous dites un point M appartient à P inter Q, ça veut dire qu'il vérifie les équations des deux plans. Alors ici, lorsque vous avez ici une équation de deux équations à trois inconnus, vous fixez une des inconnues, choisissez l'une qui vous plaît, vous fixez cet inconnu comme un paramètre. Par exemple, si je prends ici x égale à t, parce que j'ai ici moins 2z plus 2z, je vais les éliminer. Donc je prends x égale à t, il me reste ici 2y moins 2z est égal donc à t moins 1, je passe le t de l'autre côté, y plus 2z est égal à moins 2t moins 1. Si vous faites la somme membre à membre, c'est pour cela que j'ai laissé ces 2z, ici vous allez avoir, si vous faites la somme membre à membre ici, vous allez avoir donc 2y plus y, c'est 3y, ça s'en va. Ici, vous allez avoir moins t moins 2. Moins t moins 2. Donc, y est égal donc à moins 1 tiers de t moins 2. À quoi est égal z? Z est égal à 1 demi. Ici, vous allez avoir z est égal à 1 demi moins 2y, moins 2t moins 1 moins y. Z égale à 1 demi moins 2t moins 1 moins y. Moins y, c'est-à-dire plus 1 tiers de t plus 2 tiers. Donc, finalement, si vous arrangez, vous allez avoir donc x égale à t, y égale à moins 2 tiers moins 1 tiers de t, etc. Et vous remarquez que vous avez exactement le même vecteur directeur. C'est-à-dire qu'il y a... bon, ici, non, ce n'est pas le même vecteur directeur. 6, donc si vous multipliez, si vous prenez au lieu de t, 6t', ou bien 6k, vous allez avoir ici 6k, ici vous allez avoir moins 2k, et ici vous allez avoir moins 5k. C'est la même équation. Alors, l'équation cartésienne de la sphère de centre I, voici I, elle a été donnée dans l'exercice, tangente au plan Q, donc c'est la sphère de centre I de rayon, la distance de I à Q. R, donc c'est 1 sur N, norme de N', N' c'est le vecteur normal à Q, et vous remplacez les coordonnées du point I dans l'équation du plan Q sans 0. L'équation du plan Q, c'est x, 2x plus y plus 2z, donc vous allez avoir ça, donc 2x plus y plus z plus 1 est égal à 2. Donc ici la sphère, donc c'est, elle est de rayon, voici son centre et son rayon. Donc l'équation x moins l'abscisse du centre, donc au carré, plus y moins l'ordonnée au carré, plus z moins la cote au carré, voilà ici, plus z moins la cote au carré est égal à 4. Ou bien, si vous développez, vous allez avoir cette équation-là. La distance de EAP, la même chose, vous remarquez que la distance de EAP est égale à 2, bien sûr, et donc vous avez ici d'où S et ceci tangente est aussi tangente au plan P. Déterminez donc les coordonnées J et K du contact de la sphère F avec les plans Q, P et Q, et puis la nature des triangles IJK. Vous avez ici la distance, la droite IK, c'est la droite qui passe par I, qui a pour vecteur directeur le vecteur normal au plan Q. Donc vous allez voir ça. Il passe par les points I, les coordonnées multipliées par un paramètre.
Ici, la droite IG, c'est la droite qui passe par I, qui a pour vecteur directeur le vecteur normal, le plan P. Donc il passe par le point et voici les coordonnées du vecteur normal multiplié par un paramètre. Il faut lui donner un autre nom normalement, parce que ça veut dire deux représentations paramétriques de deux droites différentes, il ne faut pas prendre le même paramètre, sinon vous ne pouvez pas trouver ni leur intersection, etc. Vous avez le point K est égal à l'intersection de IK inter P, donc vous prenez donc les coordonnées ici de K et vous les remplacez dans le plan P, donc vous avez T égale à moins 2 tiers, donc voici les coordonnées de K, vous les remplacez T ici 2 tiers, donc vous connaissez faire ça. G c'est l'intersection de IG avec le plan P, donc ici vous prenez les coordonnées de J ici, vous les remplacez dans l'équation de P qui sont moins X plus 2Y moins 2Z plus 1 égale à 0, vous tenez M égale à 2 tiers, et vous avez les coordonnées de G. Donc vous avez les coordonnées de I, c'est 1, moins 1, 2. Celle de J, c'est moins 2 tiers, 4 tiers, moins 4 tiers. Et celle de IK, donc, c'est moins 4 tiers, moins 2 tiers. Donc vous avez ici les coordonnées de I et J, c'est-à-dire les coordonnées de J moins les coordonnées de I. Par exemple, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, la voici. 1 tiers plus 1, c'est 4 tiers, la voici, etc. Voilà, vous avez donc là, si vous voulez vérifier, IJ est égal à 2 tiers racine de, ici 2 tiers, vous faites, lorsque vous voulez calculer la norme d'un vecteur, vous mettez d'abord en facteur tout ce qu'il y a à mettre en facteur. Ici on met en facteur 2 tiers, là voici, il va nous rester 1 plus 4, donc 9, racine de 9 c'est 3, donc c'est 2. Et IK la même chose c'est 2, on le sait parce que c'est le rayon, mais on vérifie que nos calculs sont bons ici, que les coordonnées sont bonnes. Donc on a IJ, JK est différent de 2, IJ différent de IK est différent de 0, c'est-à-dire que le triangle IJK est un triangle isocèle de sommet I. C'est un triangle isocèle de sommet I. Et bien sûr, il n'est ni équilatéral parce que JK est différent de 2, et il n'est pas rectangle en I parce que le produit scalaire est différent de 0. On peut se dire, pourquoi? Parce que nous savons que la distance IJ est égal à la distance IK, donc le triangle est isocèle. Mais qui nous dit que d'abord les points sont non alignés? Et s'il est isocèle, est-ce qu'il est isocèle? Est-ce qu'il est équilatéral? Est-ce qu'il est isocèle rectangle? Donc, voilà. Géométriquement, on peut démontrer géométriquement qu'ils ne sont pas perpendiculaires. Mais ça ne fait pas dans le cadre de ce cours. Très bien. Alors voici pour l'exercice 3, donc il n'y a pas de temps, vous avez déjà 30 minutes, plus de 33 minutes. Alors vous avez cette équation différentielle, nous avons fait dans la dernière vidéo une même équation différentielle. Donc vous avez ici, vous cherchez donc la solution générale, donc l'équation caractéristique, vous cherchez les racines de l'équation caractéristique, vous lisez donc la solution, et voilà, donc voici l'équation, la solution générale. La deuxième, déduire les solutions de celle-là, c'est-à-dire avec une constante, c'est-à-dire est égal à moins un quart. Nous avons dit qu'il faut faire un changement de variable. Donc ici, vous mettez 11 quarts en facteur. Et vous avez y plus 1 sur 11e. Quel que soit le nombre que vous avez ici, vous mettez 11 quarts en facteur. Donc vous avez ça et vous posez z est égal à y plus 1 sur 11 et vous tombez sur l'équation que vous avez ici. Donc voilà, vous lisez si vous voulez. Voilà. La solution particulière qui est vérifier f' de 0 égale à racine de f de 0 égale à 0. D'abord, vous calculez la dérivée. Voici la dérivée. Et puis, vous cherchez y de 0 égale à 0. Y' de 0 est égal à racine de 2. Et vous obtenez alpha égale à 0, bêta égale à 1. Donc, vous avez cette solution-là. Alors, vous avez ici, donc ça, c'est pour les bons élèves, c'est-à-dire de PC. Sinon, ne lisez même pas. Vous avez donc ici, c'est comment on utilise l'équation différentielle pour chercher une intégrale. Donc vous avez l'équation f seconde de x moins 3f' plus 11 quart de f de x est égal à 0. Donc f de x est égal à ça. Or, cette équation entre parenthèses là, donc c'est f', la linéarité de la dérivée, donc f' moins 3f, le tout prime. Donc si vous passez aux intégrales, vous avez l'intégrale de sa prime. Et comme cette fonction-là ici, entre parenthèses, est continue, c'est nécessaire, parce qu'il a une dérivée seconde et parce qu'il est dérivable. Donc l'intégrale de la dérivée, si vous enlevez ce télescope, ils s'enlèvent tous les deux. Il vous reste ça, donc il vous obtenez ça. Alors pour le calcul de cette intégrale, vous avez donc, d'abord vous commencez par faire la linéarité, c'est-à-dire décomposer, et vous avez ça. Ça, vous mettez ça, vous mettez une intégration par partie.
Vous prenez moins 1 sur x e exponentielle 1 sur x u', donc vous avez ça, et vous continuez donc et vous avez ça. Bien.